Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 9e épisode de Kazé. Aujourd'hui, il va être question des films d'animation du studio Ghibli et principalement ceux de notre maître à tous, j'ai nommé Hayao Miyazaki. Voici donc ma petite collection de films dont je vais vous parler, du coup ceux dont je dispose et ceux dont je peux parler. Il s'agira donc de Nausicaa, ensuite Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, Pompoko, Princesse Mononoke, Chihiro, Le royaume des chats, Le château ambulant, ensuite Ponyo, Les petits mondes d'Arietti, non, Le petit monde des chapardeurs c'est Arietti, La colline aux coquelicots et enfin Le vent se lève. Avant de vous parler de ces films, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble assez important avant d'aborder la filmographie de Miyazaki. Tout au long de mes visionnages des différents films d'animation qu'il a pu faire, j'ai 3 points qui me sont vraiment venus aux yeux, qui m'ont sauté à l'œil et qui pour moi résument assez bien la filmographie de Miyazaki. Comme je l'ai dit, ce sont des observations personnelles. Elle ne découle en aucun cas de ce que Miyazaki a pu dire, je ne sais pas, lors d'une interview ou dans un magazine, pas du tout. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti. Et donc du coup, je vais vous en faire part bien évidemment, mais ce que j'aimerais c'est que vous me disiez si vous êtes d'accord avec ça. Parce que voilà, c'est vraiment les 3 points qui m'ont le plus sauté aux yeux dans la filmographie de ce grand monsieur. Premier point, c'est l'attachement à la nature. Alors, c'est un point à prendre avec des pincettes, parce que tout japonais qu'il est, de base, il est attaché à la nature. Les japonais ont un rapport avec leur environnement très différent du nôtre. Donc forcément, Miyazaki a un côté un peu plus écologiste que l'occidental moyen. Mais c'est poussé à l'extrême dans certaines de ses œuvres, là notamment je pense à Nausicaa, Le château dans le ciel aussi, il y a, il me semble, un bon propos écologiste. Mon voisin Totoro, évidemment, c'est la découverte de la campagne et de la nature par 2 petites filles, donc on est encore bien dans ce propos-là. Donc voilà, moi quand je pense à Miyazaki, de suite je pense propos écologiste. Voilà, c'est vraiment le premier point. Pas le plus important, mais le premier. Deuxième point, c'est l'attachement au personnage féminin. Réfléchissez dans votre petite tête et trouvez-moi un film de Miyazaki où le personnage principal est un petit garçon. Maintenant, trouvez-moi un film de Miyazaki où le personnage est une petite fille. Vous voyez, on n'a même pas assez d'une main. Voilà, il y a vraiment cet attachement-là au personnage de la petite fille. Je ne parle ni de la femme, ni de l'homme, je parle bien de la petite fille et du petit garçon. Le petit garçon est là plus pour appuyer le personnage de la petite fille, et la petite fille est bien entendu l'héroïne. Je pense à qui? Je pense à Nausicaa, à Kiki, à Mei et à Satsuki, qui on a d'autres, enfin tout le monde en fait, Shihita, Arietti, bon Arietti c'est pas vraiment du Miyazaki, mais voilà. Donc c'est un autre point hyper important de la filmographie de Miyazaki, c'est la place de la femme en devenir. Parce que voilà, ça je l'ai lu dans une de ses interviews, il est très attaché à l'évolution du personnage féminin. Il a envie de laisser un espèce de message positif aux petites filles de la planète. Ce que je trouve extrêmement drôle venant d'une personne qui n'a jamais eu de fille, alors peut-être que c'est justement une déception de sa part, je ne saurais me prononcer à sa place, mais voilà, c'est un point qui vraiment m'a tout de suite marqué, les personnages féminins. Et le dernier point, qui je pense est de loin le plus important, c'est le désir, le pouvoir, la capacité ou l'impossibilité de voler. Réfléchissez 30 secondes, c'est dans tous ces films. Il n'y a aucune exception. Ça, c'est le point de base pour savoir si on se trouve dans un film d'animation de Miyazaki. Est-ce qu'il y a le désir, le pouvoir, la capacité de voler? C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et à partir de là, si vous avez cette base-là, vous avez 50% de chance d'être dans un film de Miyazaki. Et s'il y a les 2 autres points, vous avez 100% de chance. Parce que oui, Miyazaki descend d'une longue lignée d'ingénieurs dans l'aéronautique.
Et son papa notamment, donc Miyazaki père, a travaillé sur certains avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Et on sent cet attachement à l'avion, mais pas seulement à l'avion, voilà, à toutes les formes de vol possibles et inimaginables. Dans Nausicaa, on a des planeurs, dans Kiki la petite sorcière, la petite sorcière vole sur son balai. Il n'y a pas un seul film où il n'y a pas un personnage qui vole. Le château dans le ciel, c'est un château qui vole. Le château ambulant, il peut voler aussi. Voilà, il y a plein de choses. Aolu, il se transforme en corbeau, donc dans le château ambulant, il y a le vol. Il y a vraiment le vol dans toutes les œuvres de Miyazaki. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 points importants quand on parle de Miyazaki. Maintenant, je vais vous parler de chacun des films dont je dispose, mais de façon vraiment succincte, parce qu'il y a des choses très détaillées sur mon blog, parce que les premiers articles que j'ai faits, eh bien c'était sur Miyazaki. Donc si vous voulez en savoir plus sur sa vie, comme ses dates, où il a étudié, toutes les choses comme ça, c'est sur mon blog. Et aussi, il y a des articles vraiment précis sur chacun des films. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Là, pour le coup, je vais plus vous parler de la date de sortie, du propos, pas tellement de l'histoire en fait. Donc premièrement, le premier qui soit sorti au Japon, car ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont mes DVD, ils sont rangés par ordre chronologique japonais. À un moment, ça se recoupe avec l'Europe, mais moi, je les ai rangés en japonais, parce que comment vous dire, Chihiro est sorti donc en 2004 au Japon et en 2004 en France, ok. Et après Chihiro, en France est sorti Nausicaa. Nausicaa, c'est 1984. Vous comprenez le décalage? Donc du coup, moi, j'ai décidé de vous les présenter dans l'ordre où Miyazaki les a fait, parce que c'est ce qui me semblait le plus évident. Donc premièrement, 1984, Nausicaa de la vallée du vent. Une petite mise en garde vis-à-vis de ce film-là. Si vous n'avez jamais vu un Miyazaki, je vous en prie, ne commencez pas par Nausicaa. Pourquoi? Parce que Nausicaa, c'est du concentré de Miyazaki. Déjà, on a les 3 points dont je vous ai parlé, poussés à leur extrême. En plus de ça, on est dans un contexte extrêmement japonisant, si je puis dire, et pauvres occidentaux que nous sommes, ça peut vite dérouter. J'ai mis très longtemps à regarder Nausicaa, il ne m'intéressait pas du tout vis-à-vis de son propos. Et je dois dire qu'il ne fait pas partie de mes films préférés. Je l'ai aimé. Parce que oui, il y a un film de Miyazaki que je n'ai pas aimé, on en plus tard. Je l'ai aimé celui-ci, mais il ne fait pas partie de mes favoris. Je ne l'ai pas regardé 500 fois comme Mon voisin Totoro ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que déjà la princesse ne m'attire pas spécialement du fait de son amour pour les bestioles étranges. Dans Nausicaa, le problème, le scénario de base, c'est qu'il y a une espèce de forêt toxique que les hommes ont créée eux-mêmes à force de polluer. Et cette forêt avance et engloutit l'humanité, engloutit les habitations, engloutit les animaux, tout et tout. Et dans cette forêt, vivent des espèces de trucs dégueulasses, parce que là il n'y a pas d'autre mot à part dégueulasse, qui s'appellent des neumeux. C'est des espèces de carapaces avec plein d'yeux, plein de pattes, qui avancent comme ça là, et qui bouffent les humains. Et Nausicaa, elle, ces neumeux-là, elle les comprend, il leur obéit, et comment dire, elle les aime bien quoi. Et si vous n'avez pas d'affection particulière avec les insectes, voire même une sacrée grosse phobie, il ne faut pas regarder Nausicaa, parce qu'il y a plein de petits insectes dégueulasses. Alors moi personnellement ça ne me gêne pas particulièrement, mais j'avoue que le propos qu'il faut sauver la nature à tout prix, même au détriment de l'être humain, parce qu'il faut sauver les animaux qui mangent les êtres humains, donc vous voyez à quel point l'écologie est poussée à son extrême, moi je suis... On va pas faire de la politique, mais je ne suis pas d'accord avec ce propos-là. Il me semble que l'être humain a tout autant sa place. Donc il ne faut pas préférer l'un ou l'autre. Et préférer l'être humain, c'est pas bien. Préférer les insectes et la nature, c'est pas bien non plus. Tout le monde peut avoir sa place, quoi. Il suffit de savoir gérer le truc. Donc je suis pas fan du propos. Après, il n'y a pas que ça. Parce qu'un film de Miyazaki, c'est jamais juste un propos écologiste. Bien sûr, c'est avant tout une belle histoire. Et ça envoie du rêve. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Nausicaa. Juste, si c'est pas le premier, si c'est la première fois que vous vous lancez dans un Miyazaki, ne commencez pas par celui-là. Avant de continuer ma vidéo, je vous demanderai gentiment de déposer toute arme à feu, torche enflammée ou autre pioche, n'importe quel objet contendant pouvant tuer, parce que je vais vous parler du film de Miyazaki que je n'ai pas aimé. C'est le seul, mais je vais pas vous mentir en vous disant que je l'ai apprécié alors que c'est pas le cas. Et ce film-là est sorti en 1986, et il s'agit
roulement de tambour, du château dans le ciel. Là où je me sens étrangement mal, c'est que ce film-là est le favori de tellement de gens. Et je sais que je vais tellement me faire pourrir en disant ça, mais entre lui et moi, ça n'a pas collé. Il me propose quelque chose qui ne me touche pas, qui ne m'atteint pas. Alors après, je sais pas pourquoi. Entre lui et moi, ça passe pas. Et là aussi, c'est encore pas mal de Miyazaki concentré. Moins que Nausicaa, mais voilà. C'est encore un peu balbutiant, mais c'est déjà très bon. Je ne saurais critiquer la forme. Voilà, moi ce qui me plaît pas c'est l'histoire, mais la forme en elle-même, c'est déjà du Miyazaki quoi, c'est déjà de l'œuvre du chef-d'œuvre. Après, est-ce que l'histoire peut vous intéresser? C'est là où il faut se poser la question. Parce que moi, j'ai pas du tout été réceptive à cette histoire d'orpheline qui est en fait... je sais pas, en plus je sais même pas comment vous en parler sans spoiler parce que... Ouais, hormis le truc de fin, il n'y a pas vraiment d'histoire quoi. Je suis désolée, je vais me faire pourrir s'il vous plaît, ne me brûlez pas. Mais non, c'est le seul vraiment qui m'est mis aussi mal parce que non, aucun feeling. Pourtant je l'ai acheté, voyez-vous, je lui ai donné sa chance. Je lui ai donné sa chance en japonais parce que encore quand il est sorti en France, c'est à l'époque où on faisait encore des bons doublages japonais. Ce qui n'est plus le cas maintenant à mes yeux, mais c'est un avis personnel. Donc je l'ai regardé en japonais pour voir si c'était pas ça le problème. Non, non, je sais pas. Il y a un truc qui bloque. Lui et moi, bah, on n'était pas fait pour s'entendre. Donc du coup, je l'ai parce que j'ai envie de me faire la filmographie. Ouais. J'ai envie de me faire la filmographie de Miyazaki. Mais voilà. Je ne saurais vous en dire plus. Si vous êtes intéressé, encore une fois, allez voir l'article sur mon blog parce que du coup c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus objectif. Parce que voilà, c'est un article sur le film pour ce qu'il est, pas pour si je l'ai apprécié ou non. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, à aller jeter un coup d'œil sur mon blog. On se fait une petite ellipse temporelle et on se retrouve en 1988 avec la sortie de Tonari no Totoro, qui fait définitivement partie de mes Miyazaki favoris. Celui-là, je l'ai mangé. Je peux vous faire les répliques par cœur en français ou en japonais. Pas de soucis. Je le connais vraiment par cœur, je l'ai poncé. Il est génial. Et pour le coup, c'est vraiment un film pour enfants. Il y a une super légende urbaine sur ce film. J'aimerais bien vous en détailler, mais honnêtement j'ai pas, parce que c'est une vraie étude complètement folle qui a été faite, j'ai pas tous les détails. Donc ce que je ferais, c'est que moi j'ai trouvé un truc assez détaillé sur un Skyblog, donc je vous mettrai ce Skyblog dans la barre d'infos. Je vais vous parler vite fait de ce truc torturé que Miyazaki a renié à multiples reprises, donc ce n'est pas la vérité, ok? Moi j'y ai cru pendant super longtemps, je me suis dit ah mais en fait c'est un torturé ce type et tout, il fait des trucs pour les enfants, mais en fait ça fait trop peur, et en fait pas du tout, c'est pas son propos. Parce que voilà, c'est encore une mauvaise interprétation de l'occidental versus l'oriental. C'est souvent que ça arrive, choc des cultures. Bah, parfois on comprend pas tout et on interprète n'importe comment. Et dans ce film, alors si vous ne l'avez pas vu, ça va être dur pour vous de vous situer, mais en gros à un moment, Mei voit Totoro, donc elle le voit dans la forêt, elle dit qu'elle l'a vu, personne d'autre ne l'a vu, donc ils ont du mal à la croire, mais son papa, tout père aimant qu'il est, la croit, ou du moins là encore c'est un peu ambigu parce que est-ce qu'il lui dit qu'il la croit pour lui faire plaisir, est-ce qu'il la croit vraiment, on ne saura jamais. Bref, un peu plus tard dans le film, la deuxième sœur, donc la plus grande, Satsuki, apprend que... Enfin, elle le voit elle aussi, pendant que Mei est endormie. Et là, vous avez sûrement déjà vu cette image de Mei et Satsuki sous l'arrêt de bus. Satsuki tient le parapluie, elle a Mei sur les épaules et Totoro est à côté. Selon la légende urbaine, Totoro serait venu chercher Satsuki, parce que Mei, parce que Totoro serait un ange de la mort. Déjà là c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas, c'est un esprit de la forêt en réalité, mais bon, dans cette histoire ce serait un ange de la mort. Mei serait donc morte sur les épaules de sa sœur. Pourquoi pas? Donc Totoro vient la chercher et l'embarque. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de ce moment-là, et j'ai re-regardé le film après avoir lu ça, et c'est vrai, à partir de ce moment-là, Mei n'a plus d'ombre. Elle est dessinée sans ombre alors que les autres personnages en ont une. Ça après il faudrait demander à Miyazaki, moi j'ai pas les compétences de vous expliquer pourquoi. Un peu plus tard, Satsuki retrouve une sandale dans la rizière, elle dit que ce n'est pas celle de sa sœur, mais on voit très bien que Mei avait pratiquement la même au début du film.
Donc on peut comprendre qu'elle se serait noyée dans la rivière. Là encore, c'est une interprétation possible. Et donc Totoro reviendrait chercher Satsuki par la suite, puisque Satsuki monte toute seule dans le Chabus qui serait en fait l'espèce de... Alors, je vais faire une comparaison avec la mythologie grecque parce que c'est celle que je connais pratiquement par cœur. Ce serait l'équivalent d'Hadès sur le Styx avec son bateau qui vient vous chercher, vous emmène et vous payez avec les pièces qu'on a mis sur votre cadavre. Ce serait un peu ça, le Chabus, pour notre mythologie à nous. Et donc du coup le Chabus vient la chercher, et à partir de là, Satsuki n'a plus d'ombre à son tour. Et chose la plus marquante, et c'est vrai que moi petite ça m'avait interpellée, il faut savoir que la maman des deux héroïnes est à l'hôpital, et qu'à la fin le papa va la voir. Le papa, la maman, le père et la mère auraient été plus professionnels de ma part. Donc le père va la voir, et les deux fillettes sont absentes, et elles sont en fait assises en haut des branches d'un arbre. Et la mère dit, j'ai comme l'impression de sentir leur présence. Et c'est de là qu'est partie toute cette extrapolation sur ce film. On a commencé à se dire, ah en fait elles sont mortes et elles ressentent la présence de ces filles parce que leur fantôme erre et tout et tout. Bon, comme je vous l'ai dit, Miyazaki l'a démenti, donc c'est faux. Mais Totoro fait vraiment partie de ces films qui ont subi plein de légendes urbaines, vraiment. Moi je peux vous donner plusieurs anecdotes sur Totoro parce que, comme je vous l'ai dit, c'est de loin mon film d'animation préféré, mais je dispose aussi d'une chose dont je veux absolument vous parler dans cet épisode. Ce sont la collection Art de chez Glénat. Et en l'occurrence, je possède l'art de mon voisin Totoro. Ce sont des livres énormes qui coûtent, je ne vais pas vous mentir, assez cher. Moi je me le suis fait comme cadeau d'anniversaire à moi-même. Donc vous avez la Tonari no Totoro, qui est donc le titre japonais et le titre français au-dessus. C'est une édition qui coûte 25 ou 30 euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah en fait il y a toutes les planches, les premières planches de Miyazaki. Donc elle existe pour chacun des films, cette collection. Mais moi j'en ai qu'un parce que voilà, à 30 euros... Et donc en fait en gros elle explique pas mal de choses, elle montre l'ancrage, les différentes scènes. Et là-dedans j'ai appris plein de choses. Notamment, je ne sais pas si vous savez pourquoi Totoro s'appelle Totoro. Je vais vous faire part de ma connaissance. À la base, Mei ne comprend pas ce qu'est que cet animal. Et pour expliquer à son papa ce qu'elle a vu, elle utilise le terme troll, qui en japonais se dit tururu. Parce que bien sûr les japonais sont incapables de prononcer un truc comme troll. Et Mei, étant une petite fille et ayant du mal à parler japonais comme il faut, au lieu de dire tururu, elle va dire totoro, parce qu'elle va avoir du mal à dire troll. Donc en fait, Totoro est un espèce de troll, selon la petite fille. C'est de là que vient ce nom assez bizarre. Donc non, les esprits de la forêt ne s'appellent pas des Totoro normalement. Mais Miyazaki a choisi de faire dire la petite fille Totoro. Donc c'est de là que vient le nom, au cas où vous vous posiez la question. Et donc voilà, pourquoi je vous parle de ce bouquin? Parce que il est super, on apprend plein de choses super détaillées sur comment s'est tourné le film. Je sais pas comment vous dire, il y a même un peu des photos de la préparation. Là vraiment c'est... J'ai appris plein de choses sur la méthode de travail de Miyazaki, entre autres, de son équipe aussi bien entendu. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir un beau cadeau, bah écoutez, pourquoi pas. Après, dernière chose que je tiens à vous faire remarquer à propos de mon voisin Totoro, c'est le changement d'affiche qui a suivi le film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image japonaise, mais je vais vous la montrer parce que justement elle est dans le livre, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque? Moi j'ai mis longtemps avant de capter qu'il n'y a qu'une seule petite fille qui n'a ni l'âge de Mei ni l'âge de Satsuki, qui serait plutôt entre les deux. Et bien parce que, c'est encore expliqué dans ce livre, la fille qui fait trop sa pub, parce qu'en fait, à la base, il ne devait y avoir qu'une seule petite fille. Et Miyazaki a décidé, pour que son propos soit plus... qu'il touche un panel plus large d'enfants, a décidé d'en faire deux, qui auraient donc deux âges un peu plus élargis que ce qu'il avait décidé à la base pour la première. Et ça s'est choisi très tard, la plupart du film était fini. Et voilà, il a pris cette décision très tard, la preuve, l'affiche japonaise était déjà sortie, et cette décision a été prise après.